Je vais commencer à vous parler d'abord, savoir d'où on parle. La Fondation de l'Avenir, certains connaissent dans la salle, d'autres ont entendu parler, et d'autres ne connaissent pas du tout. Il est où, Jacques? Jacques, tu gardes 5 minutes, après, comme je t'ai dit, tu peux. La Fondation de l'Avenir, tu connais, Jacques. Donc à la limite, tu es très au point. Ça a été créé par la Mutualité fonctionnelle il y a 30 ans. On va fêter notre trentenaire cette année. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que lorsque je regarde la Fondation de l'Avenir, ce qu'elle était il y a 30 ans et ce qu'elle est aujourd'hui, j'ai déjà, de cette manière, un regard qui nous permet de passer du P4 au 4P. Joli rebond. Il y a 30 ans, qu'est-ce que nous étions? Nous étions une fondation de recherche médicale qui se préoccupait principalement des techniques médico-chirurgicales et qui avait un regard uniquement porté sur les problèmes de santé, encore plutôt médicaux. Quand je regarde aujourd'hui la Fondation de l'Avenir, qui est un champ d'observation particulier, sûrement partiel, je ne pense pas partial, de quoi s'agit-il? Il s'agit de regarder les techniques, de regarder les pratiques, de regarder les organisations, et en même temps de s'intéresser à l'ensemble des professionnels, et pas uniquement les médecins, mais aussi les bénéficiaires, soit les patients, les usagers ou leur entourage. Déjà un élément intéressant. Mon présupposé, complètement assumé, certainement discutable, c'est qu'aujourd'hui, le aujourd'hui étant une période assez mal définie, mais en tout cas en ce moment, et je rebondirai sur ce que vous avez évoqué, nous avons un véritable changement de paradigme. Nous vivons la fin de la médecine réparatrice, qui est véritablement le modèle de la révolution industrielle. Nous sommes dans cet entre-deux. C'est un peu compliqué parce que le vieux système n'est pas encore bouclé, le nouveau est un peu bouillonnant, les points de repère ne sont pas là. Néanmoins, on voit bien que la nouvelle perspective est à jour. Prédictif, préventif, personnalisé, participatif. Qu'est-ce que nous entendons finalement par la médecine 4P? D'abord, c'est intéressant parce que le point de départ, dans sa formulation, date du début des années 2000-2002, pour être précis. C'est le professeur Leroy Rode qui a inventé la médecine 2P dans un premier temps. Prédictif et préventif. Et puis il a rajouté personnalisé. Et puis il y a maintenant, dans les 4-5 ans, il a rajouté le participatif. Finalement, il s'agit de transformer l'art médical pour ne pas être dans une discipline réactive, mais proactive. Nous sommes en amont. Je ne traite pas une pathologie, j'essaie, avec toutes les limites, toutes les questions que vous pouvez vous poser, d'augmenter la santé globale de l'individu. Pourquoi c'est possible? D'abord parce que nous avons fait des connaissances relativement importantes sur la génétique. Nous avons mieux apprécié les questions d'hérédité. Nous avons même inventé la génomique et toute la médecinomique. Ça devient aujourd'hui un axe extrêmement prégnant dans la compréhension plus générale. Pourquoi ceci est possible? Parce que, quelqu'un l'évoquait tout à l'heure, ça a été repris, il disait les tests génétiques, c'est environ 1 000 $. Je pense que dans extrêmement peu de temps, les tests génétiques seront gratuits. Bien entendu, il y aura des contreparties. Ce ne sera plus un problème économique. On a énormément d'informations. Énormément d'informations. Il s'agit de penser différemment. Je ne constate pas un tenté à travers une symptomatologie, j'essaie d'anticiper et de prédire. En fait, il s'agit de calculer le risque encouru pour une personne de développer un jour une maladie. Il s'agit en fait d'établir sa cartographie précise, personnalisée, individualisée, de ces facteurs de risque, excusez-moi, il y a une erreur dans le slide, et de ces facteurs protecteurs de santé. C'est assez nouveau parce que je ne situe plus, je regarde derrière, je constate un tenté, mais je me mets en perspective. Et pour vous, ce n'est pas mon métier, je n'y connais absolument rien, mais pour vous qui êtes assureur, ça peut vous obliger à réfléchir parce que là, le modèle, on ne le connaît pas. Bien entendu, et ça fait le lien avec quasiment l'intervention juste avant, bien entendu, ça doit être corrélé au comportement. Et puis,
elle est là-bas, n'aura bien entendu au contexte environnemental. C'est bien l'adjonction de que je suis, de ce que j'en fais, et là où ça se fait. Autre élément important, pour limiter mon propos, peut-être presque pour arrêter l'intervention, ce n'est jamais qu'une extrapolation du passé. Les conditions peuvent changer. Et puis, aujourd'hui, je ne prédis ni la date, je ne sais pas à quel moment, je dis bien aujourd'hui. Je ne sais pas à quel moment ça va se passer, je ne sais pas quelle sera l'intensité. Néanmoins, je sais que potentiellement, et je mets un peu de nuance dans mon propos, quelque chose peut se passer. Pour ce qui est de la médecine préventive, mon deuxième P, je suis la logique, prédictif, préventif. On connaît les 3 niveaux classiques en matière de prévention. Réduire les risques de maladie, prévention primaire, vous l'avez évoqué rapidement. Favoriser le dépistage précoce, prévention secondaire. Et puis, bien entendu, améliorer notamment la qualité de vie des personnes atteintes de maladies, et je pense notamment aux maladies chroniques, prévention tertiaire. On voit bien que les maladies multifactorielles, à cause génétique et environnementale, sont adaptées à une adaptation d'approche globale axée sur la prévention. On sait bien que, effectivement, on peut en sourire. Néanmoins, des choses extrêmement simples, activité physique, arrêt du tabac, 4 mois, c'est pas mal, continuer un petit peu plus. Effectivement, ça peut être un élément non négligeable en matière de prévention. Néanmoins, je crois que vous avez vu, si je pousse un peu plus loin, quand on parle de prévention et qu'on parle de génétique, on sent bien revenir à un risque, effectivement, quasiment eugénique. Vous savez, les 6 jours de génétique permettent de penser un peu différemment, mais à ce moment-là, par une intervention au titre de la prévention, nous pouvons modifier globalement la base même de l'espèce humaine. Ça n'était jusqu'alors jamais pensable, ou si c'était pensable, ce n'était pas possible. Ça devient possible et donc pensable. Je ne l'ai pas mis sur le slide, mais je pourrais continuer. Avant d'aller sur le personnalisé, la prévention, c'est y compris une activité de médecine réparatrice, faite préventivement, la chirurgie prophylactique. Dit comme ça ne dit pas forcément à tout le monde. Si je rappelle l'histoire d'Angelina Jolie, ça commence à parler. Justement, à titre préventif, je fais une intervention, en l'occurrence chirurgicale, relativement lourde. Et là aussi, les questions peuvent se poser, y compris dans le cadre de la prise en charge. Finalement, 3e P, médecine personnalisée. La génomique permet de choisir le traitement pour un malade donné en fonction de sa propre caractéristique. C'est ce que certains appellent la médecine de précision. Là aussi, ça change de modèle. Pendant très longtemps, nous étions sur quel est le traitement qui peut correspondre au plus grand nombre et que l'on va massivement développer. Je change complètement aujourd'hui. Quel est le traitement qui sera le plus pertinent dans telle situation pour telle personne? Vous voyez derrière qu'il y a un problème économique relativement important. En même temps, quand on parle de médecine personnalisée, on a l'impression, qu'en utilisant le terme, on est très centré sur la personne. Non, je crois qu'il peut y avoir une ambiguïté extrêmement forte entre une médecine centrée sur la personne, sur l'individu, certains diront le sujet, et une médecine dans laquelle effectivement on est extrêmement attentif à des situations très particulières, mais dans laquelle finalement la personne en tant qu'individu n'existe pas, elle n'a pas forcément son libre arbitre. Et on le voit bien d'ailleurs avec la notion de spécialisation, rationalisation, protocolisation. Ça va à l'encontre d'une médecine personnalisée, une médecine de la personne. C'est la médecine de précision, ce n'est pas la médecine de la personne. Et attention à un discours qui serait en contradiction avec les intentions et finalement la pratique. Continuons avec la médecine participative. Si je fais un retour en arrière et finalement, il n'y a pas besoin de remonter très loin, avant les années 80. Le patient, le malade, quel que soit le terme que vous allez utiliser, était un élément à part et souvent d'ailleurs n'existait pas en tant que tel. Sa parole n'était pas entendue. Pour différentes raisons, il a commencé à occuper un espace bien particulier.
Et d'ailleurs, c'est traduit. Je renvoie, ça date exactement de 1995, la charte du patient hospitalisé, la notion de consentement éclairé. Le patient participe au choix thérapeutique qui le concerne. Ça montre bien un véritable bouleversement entre la période précédente où la logique était paternaliste, le médecin décide. Il ne dit pas forcément pourquoi il a décidé cela. Et le patient est chargé, finalement, de mettre en œuvre. Changement d'asymétrie. Deuxième élément, c'est le changement d'asymétrie en termes d'information. Il y avait un sachant d'un côté, l'autre qui ne savait pas. Là, on se trouve dans d'autres conditions. Reprenons mon histoire des tests génétiques. J'ai dit 1 000 € aujourd'hui, ou 1 000 $ comme vous voulez. J'ai dit potentiellement gratuitement dans peu de temps. Qui va être le prescripteur du test génétique? Un professionnel de santé ou moi-même? Premier élément. Deuxième élément, j'ai mon test génétique. C'est moi qui ai l'information, ce n'est pas le professionnel de santé. Ça change complètement la relation, y compris la demande que je peux apporter. Et troisième étape, en termes de médecine participative, c'est que le patient peut devenir donneur d'ordre pour les soins. Et je reprends ma casquette de fondation de recherche médicale, y compris pour la recherche médicale, y compris en utilisant les réseaux sociaux, à un niveau mondial. On a une capacité à pouvoir générer des ressources, pouvoir mettre en commun, définir des cahiers des charges, et à un moment donné, aller chercher les équipes capables d'y répondre. Ça peut paraître utopique, oui, ça l'est, ici et maintenant. Quel horizon dans pas très longtemps. En même temps, je vais regarder toujours la Fondation de l'Avenir, deux choses, je dirais, de médecine plus traditionnelle, qui bougent énormément. La médecine régénérative, notamment par le biais de la thérapie cellulaire, avec une période un peu magnifique. On est en train de revenir un petit peu en arrière. Et là, par contre, le progrès, mais c'est le propre de toute innovation. La rupture, l'enthousiasme, tout d'un coup, confrontation à la réalité, mais derrière, le cycle remonte et va s'inscrire dans la durée. Deuxième élément, la robotique. Avec Albert Lottmann, nous sommes extrêmement attentifs à la question de l'évaluation de la robotique chirurgicale. Mais regardez ce que sont aujourd'hui les robots chirurgicaux, y compris dans nos établissements. Des très très gros outils. Quand je regarde en matière de recherche, on n'est plus même au micro-robot, on va au niveau du nano-robot. Et ça va aller extrêmement vite. Et vous, bien sûr, vous allez rapprocher à la fois tout ce qui est thérapie cellulaire et tout ce qui est nano-robotique chirurgicale. Peut-être parce que nous sommes mutualistes et que nous n'avons pas honte d'être mutualistes. Peut-être parce que nous sommes mutualistes et que nous estimons qu'il faut mettre en avant cette référence-là. Il peut y avoir de médecine, même 4P, sans un minimum de care, et je prends le terme care au sens noble du terme, c'est-à-dire un ensemble d'activités ou de pratiques sociales qui consistent à prendre soin et à recevoir le soin, ce qui veut dire qu'on est bien en interaction. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que plus le care s'éloigne de la prise en charge technique, de la médecine savante, plus il va vers la médecine plus profane, plus le prendre soin, plus l'attention à l'autre, et moins il est reconnu, moins il est estimé, et moins il est rémunéré. Je laisse ceci à votre perspicacité et votre sagacité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique. Et alors, est-ce que qu'on a un petit peu rattrapé le quart d'heure, voilà, qu'on avait? Oui, bah c'est très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle? N'hésitez pas sur cette médecine 4P. Oui, une question là-haut de Jean-Pierre. Pour les questions, c'est pas mal aussi, j'y pense là maintenant, si vous présentez comme ça, vite fait, hop, on sait qui parle. C'est plus sympa. Je vous remercie. Oui, bah, je vais inaugurer Jean-Pierre Thibault. Merci. Sur le P du prédictif, est-ce que vous avez étudié si les gens dans leur ensemble sont dans l'attente de connaître quelle maladie ils vont avoir, si oui ou non ils vont pouvoir être soignés, et voir la date de leur mort? Allons-y franchement. Prenez le micro, Dominique, parce que sinon, ouais.
Non, mais surtout, c'est filmé, donc n'oubliez pas que comme c'est filmé, après... On va segmenter votre question. Est-ce qu'on veut savoir? Nous avons ici 200 personnes, à peu près, donc 200 individus avec 200 approches de ce qui les concerne. Je ne peux pas répondre, je pourrais répondre pour moi-même. Il y a des études qui peuvent montrer, mais première dimension. Deuxième, qui est sous-jacente, si je peux me permettre, c'est si je suis concerné, est-ce qu'il y a aujourd'hui la thérapeutique? Et la grande difficulté qui pourrait émerger, c'est qu'on peut disposer d'une information me concernant, vous concernant, pour lequel aujourd'hui il n'y a pas de possibilité thérapeutique. Comment on fait avec ça? Quant à la dernière, je pense que ça se passe dans un autre espace. Ce qui nous rappelle aussi à la question tout à l'heure sur le numérique peut-il aider? Comment concilier numérique et humain? Est-ce que le numérique n'encourage pas à terme une médecine prédictive? C'est-à-dire parce que le numérique collectera les données. Alors j'ai dit peut-être un peu rapidement, parce que je savais que le temps était pressé, donc je me suis engagé à rattraper un peu le temps. On est bien, j'ai dit, on passait de la médecine réparatrice de l'ère industrielle à la médecine prédictive de l'ère numérique. C'est bien le numérique qui va être un levier. Quelqu'un l'a utilisé tout à l'heure assez justement dans le propos, ce n'est qu'un support, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas une finalité. Mais alors le support peut permettre énormément de choses. On avait une question au premier rang, s'il vous plaît, mademoiselle. Là, il y a Christian. Alors comme il s'est mis pile au milieu, on ne sait pas d'où va venir le micro. Bonne blague. Bonjour, Christian Yarbide, consultant et mutualiste. Je ne sais pas si c'est pas un oxymore, mais c'est pas grave. Au-delà de toutes les questions qui sont posées par des questions philosophiques, éthiques et à la société qui sont posées par ces questions de prévention, de génétique, je ne vais pas revenir dessus. Moi, je trouve un peu effrayant. Alexandre voulait qu'on soit traqués tous là. Toi, tu nous prédis qu'il faudrait qu'on ait notre génome qui soit séquencé. Si j'ajoute que l'assureur auto va vouloir absolument savoir comment je conduis, comment je me lève, si je suis bien comme il faut dans ma voiture, et l'assureur habitation va vouloir savoir si j'ai bien fermé les volets, si j'ai bien fait ceci, cela, etc., etc. Là, je pense que je vais être vraiment, si je cumule tous ces gens qui ont envie de savoir si je me comporte bien pour éviter pour faire de la prévention, je pense qu'il y a un moment, je vais péter les plombs, quoi. Hein. Donc là, j'aurais besoin de Réalto pour le coup, et d'accompagnement, et donc il y aura une limite quelque part. Alors plus sérieusement, il y aura une limite à ça. Il y a une limite qui est celle de notre capacité à nous-mêmes à nous prendre en compte, et c'est un peu ce que tu as évoqué à la fin, quoi. Et je voulais savoir. Ah oui, parce qu'il y a une question en fait. Oui, non, il y a une question quelque part ou pas? Non, c'était juste pour savoir. Merci de certains. Tu sais que tu parles juste après la pause, hein. Tu t'aurais pu attendre un petit peu. Allez, est-ce qu'il y a une vraie question cette fois-ci Christian, dans la salle? Ce que j'essaie de dessiner, c'est que ça sera possible, et ça l'est potentiellement déjà. Après, il y a le libre arbitre de chacun. Mais ne faisons pas comme si ce n'était pas envisageable. Pendant très longtemps, on a pensé science-fiction. Bien entendu, dans la vraie vie, ici et maintenant, il y a encore beaucoup d'écarts et encore beaucoup de chemin à faire. Néanmoins, j'ai dit, c'est pensable et ça devient possible. Et derrière, ça soulève toutes les questions que tu soulèves. Oui, également, non, mais parce que c'est vrai, je ris tout seul, mais c'est quand même, sur les générations futures, est-ce que la question ne se pose pas différemment? Bon, elles ne sont pas trop dans la salle, les générations futures, mais est-ce que véritablement, on ne peut pas voir... Oh, je suis désolé, j'en fais partie. Non, mais j'en fais partie demander. Non, alors... c'est ma spécialité, de me mettre tout le monde à dos, la lettre de l'assurance, c'est ma spécialité. Alors, je veux dire, on va passer 2 jours formidables. Non, mais clairement, est-ce qu'on ne peut pas considérer chez des jeunes de 15... 20 ans, allez, 15-18 ans, pour être sûr qu'ils ne sont pas là, c'est bon. 15-18 ans, est-ce qu'on n'a pas une nouvelle approche justement des données qu'on est capable de donner et du service qu'on est capable de reprendre en retour, y compris dans sa conduite, y compris dans sa santé? Et quand le mécanisme sera lancé, question subsidiaire, quand le mécanisme sera lancé à 15 ans, est-ce qu'on pourra le rattraper à 45 ans quand on sera devenu un peu pudique? Alors... Et bim. Non, parce que... D'abord, la tranche d'âge, je me méfie du 15-18, puisque, comme historiquement j'ai commencé à travailler en psychiatrie, on avait bien appris que c'était les 15-25 ans. Hein, c'était l'adolescent jeune adulte qui était... Voilà. Et on voit bien dans les évolutions, d'ailleurs, que cette tranche d'âge commence de plus en plus tôt et finit de plus en plus tard. Ça, c'est pour le premier point qui permet peut-être d'insérer des personnes qui sont dans la salle si on reste uniquement sur le critère de la date de naissance.
Bien entendu, quand c'est une utilisation quasiment native, à commencer par les réseaux sociaux, il n'y aura pas, excusez-moi du terme, il n'est pas forcément adapté, il n'y aura pas la même pudeur si je voyais ce terme-là. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais celui qui me vient tout de suite. Et peut-être qu'il faudra penser différemment. Je le dis, je le redis, nous sommes dans un monde qui change. Nos points de repère, ceux qui nous ont structurés, ceux qui nous ont organisés, arrivent au bout d'une période. Une nouvelle période s'ouvre. Vous avez évoqué des nouveaux acteurs. Là aussi, il y a 10 ans, ils étaient complètement extérieurs. Ils arrivent extrêmement vite. Vous avez évoqué, dans vos propos, les États-Unis. Alors c'est extrêmement intéressant, les États-Unis, parce qu'on a toujours regardé du côté de la côte Est, celle qui regardait vers nous. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a un déplacement, c'est plutôt du côté de la côte Ouest, celle qui regarde vers l'Asie. Et vous avez, à juste titre, je vous suis totalement dit, attention, les acteurs demain sont les acteurs américains, voire les acteurs asiatiques. On a ce changement-là. Ça veut dire quoi? Et je vais m'arrêter là. Vous savez, historiquement, on a eu en France la ligne Maginot. Et puis il y a eu aussi le mur de l'Atlantique. Ne croyez pas que ça va nous préserver. On est dans un espace avec beaucoup d'accélération et beaucoup d'interaction.